Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les dernières nouveautés apparues dans la version 2025 d'Illustrator. Vous trouverez la liste de ces nouveautés dans le chapitrage de la vidéo. On va commencer par la barre des tâches contextuelles qui se trouve ici et elle apporte désormais beaucoup plus d'informations que précédemment. Par exemple, lorsque vous avez l'outil de sélection, vous avez tout de suite la possibilité de dessiner au crayon. Il suffit de cliquer là, voilà, vous allez pouvoir dessiner ce que vous souhaitez. Et si vous utilisez l'outil de sélection directe, vous aurez accès immédiatement à simplifier, à l'outil arrondi, la possibilité de supprimer des points d'ancrage, etc. Donc voilà, généralement, la barre des tâches contextuelles va contenir beaucoup plus de choses que précédemment. Regardez bien lorsque vous changez d'outil ou lorsque vous faites une sélection d'objets, tout ce que vous allez pouvoir maintenant faire depuis cette barre. Je vais vous parler maintenant des générateurs de vecteurs par l'IA dans Illustrator. Et ce qui a été amélioré dans cette version, c'est la flexibilité. Je vais cliquer ici dans la barre des tâches contextuelles pour demander à générer des vecteurs. Et puis on va voir que maintenant, vous avez beaucoup plus de souplesse dans ce panneau. Vous pouvez désormais activer ou non les suggestions de prompt. On va retrouver en dessous les choses qu'on connaissait déjà. Est-ce qu'on veut faire une scène? Est-ce que c'est plutôt un sujet? Est-ce que c'est une icône? Et vous avez ici les styles que vous allez pouvoir appliquer. On pouvait déjà le faire, hein. Récupérer un style présent dans notre document. On pouvait choisir parmi des effets et on pouvait aussi choisir des couleurs et des tons. Et cette mise à jour vous donne maintenant accès à la possibilité de faire des régénérations en changeant tous ces paramètres. Donc voilà, plus de souplesse concernant les générateurs de vecteurs par l'IA dans Illustrator. Voici un exemple, j'ai généré ce paysage de montagne en utilisant une référence stylistique. Si j'ai besoin de régénérer ce paysage, je vais pouvoir à tout moment décider de ne pas utiliser la référence stylistique que j'avais ici. Je clique sur la croix pour m'en débarrasser et je pourrais choisir par exemple un effet au lieu d'une référence, par exemple on va dire celle-ci, et je vais cliquer sur générer. Voilà, j'obtiens 3 autres générations complètement différentes. Donc pour en revenir à la barre des tâches contextuelles, si je sélectionne une illustration qui a été générée par l'IA, je vais pouvoir ici à nouveau cliquer sur générer des vecteurs. J'ai donc la possibilité de passer d'une image à une autre. Je vais retrouver en gros tout ce que j'ai dans le panneau propriété. Et si je clique là, bien sûr, je vais rouvrir à nouveau générer des vecteurs bêta. Je vais vous montrer qu'il en est de même avec la commande remplissage de la forme bêta. Donc pour cela, il me faut une forme. Donc je vais dessiner rapidement un œil. Je sélectionne l'ensemble, je clique sur remplissage génératif de la forme. Je ne vais pas indiquer que je veux un paysage de montagne cette fois-ci, mais un œil par exemple. Je vais quand même aller voir les paramètres, dire que je ne veux pas d'effet, donc il me suffit de décocher l'effet choisi. Et par contre, je vais demander à utiliser une référence stylistique, donc je vais sélectionner plusieurs objets dans cette illustration à l'aide de l'outil lasso. Voilà. Et je vais demander à ce que ce soit au niveau de la précision élevée, d'accord, mais qu'il y ait peut-être moins de détails. J'obtiens encore une fois 3 générations, voilà, qui ressemblent à ça. Ça fait bien référence à l'illustration que j'avais choisie. Donc là, si j'ai besoin de recommencer tout, depuis le panneau propriété ou depuis le panneau remplissage génératif de la forme bêta, je pourrais à tout moment recommencer en désactivant tous les styles pour faire quelque chose de complètement différent. Lorsque vous sélectionnez une forme simple, par exemple un rectangle, vous aurez le choix entre générer des vecteurs bêta ou remplissage génératif de la forme bêta. Je vais choisir la première option, ce qui me donne accès maintenant à la génération d'une scène, d'un sujet ou d'une icône. Je vais choisir ici sujet, par exemple des randonneurs. Et je vais utiliser encore une fois la même référence stylistique, c'est-à-dire l'illustration de la montagne. Je vous remontre comment on fait. Il suffit de faire glisser la pipette ici qui se transforme en lasso pour sélectionner les formes. Voilà, pour que celle-ci soit reconnue. Donc vous voyez, j'ai pas tout pris, il manque des bouts ici. Et enfin, vous cliquez sur générer, ce qui me permet d'obtenir à nouveau 3 générations. Si vous faites une copie, bien sûr, vous pouvez à tout moment changer de génération. Donc ça, c'est très intéressant. Et admettons que celle-ci, je souhaite plutôt la refaire, mais avec un style plus simple, eh bien, je peux recommencer à tout moment en indiquant ici que je souhaite moins de détails. Et je vais remplacer la source. Je vais dire que je veux plutôt m'inspirer de ce personnage-là et recommencer. Donc voilà, au niveau des paramètres, maintenant on a beaucoup plus de souplesse. On va pouvoir faire des recherches de manière plus aisée
de cette manière-là. Un nouvel outil fait son apparition, que je vous avais déjà montré dans la version bêta d'Illustrator, c'est celui-ci, c'est l'outil Object Curviligne qui nous permet de faire suivre le long d'un tracé des objets, enfin de les distribuer le long d'un tracé. Donc c'est très pratique si vous avez besoin de faire ce genre de choses. Admettons qu'ici je fasse, je vais prendre l'outil crayon, ce sera plus simple, un tracé comme cela. Une fois que c'est terminé, je vais faire une sélection des objets que je souhaite distribuer sur ce tracé. Je vais changer la taille pour qu'il soit un petit peu plus petit. Je vais en mettre encore plus. Je vais tous les reprendre. Voilà. Je vais tous les sélectionner. Je vais ensuite cliquer sur l'outil Objet Curviligne et ensuite sur mon tracé. Donc il est par ici. Et voilà, j'ai une distribution maintenant de mes objets le long de ce tracé. Je vais pouvoir, grâce au widget ici, modifier l'espacement entre ces éléments. Et ici, je vais pouvoir les faire pivoter. Dans la barre des tâches contextuelles, je vais retrouver les options de rotation. Et là, je vais pouvoir définir le point d'attache sur le tracé, si je souhaite que ce soit plutôt à la base. Hop, voilà. Je vais faire un espacement un peu plus approprié. Et je peux aussi, à tout moment, à l'aide de l'outil de sélection directe, modifier mon tracé. Donc ça, c'est très pratique. Et tout est dynamique. Donc imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec ce nouvel outil qui est plutôt assez intéressant. Une nouveauté intéressante concernant les plans de travail. Il est possible désormais, lorsque vous faites un changement de la taille du plan de travail, de changer aussi l'échelle des illustrations qu'il contient. Par exemple, je vais prendre l'outil plan de travail ici. Quand vous avez votre plan de travail sélectionné, vous avez des options qui vont apparaître dans la barre de contrôle. Alors cette barre, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans le menu fenêtre et cliquer ici sur contrôle et vous trouverez aussi les propriétés des plans de travail dans le panneau propriétés. Là, vérifiez que si vous souhaitez déplacer l'illustration avec le plan de travail, que cette option-là est cochée. Vous avez ici la même option mais sans icône, ce qui me permet, quand je déplace mon plan de travail, si mes objets ne sont pas verrouillés, de les déplacer. Et je peux maintenant changer l'échelle des illustrations contenues dans ce plan de travail si je coche cette option ici qui me permet d'adapter les dimensions au plan de travail. Vous trouverez l'option ici dans le panneau propriétés. Donc maintenant, si je fais un changement d'échelle, je fais aussi la même chose pour l'illustration contenue dans ce plan de travail. Donc ça c'est super. Par contre, n'oubliez pas de maintenir majuscule pour faire une transformation homothétique, sinon vous risquez de déformer votre illustration de cette manière-là. Donc ça c'est plutôt sympa lorsque vous devez adapter vos illustrations à différentes tailles. On va voir maintenant qu'on peut modifier la densité des motifs générés par l'IA. Alors pour cela, je vais avoir besoin d'aller dans le menu fenêtre afin d'ouvrir le panneau nuancier dans lequel je vais trouver cette option qui me permet de générer des motifs avec l'IA. La commande se trouve aussi dans le menu Objet, Motifs, ici, générer des motifs bêta. Donc je clique dessus, j'ai maintenant généré des motifs bêta. Je vais pouvoir indiquer ici pourquoi pas. Voilà, je souhaiterais avoir des feuilles d'automne et des champignons. Si je clique là, j'aurai accès à tous les paramètres et notamment ce nouveau paramètre qui permet de gérer la densité. Donc là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir une référence, mais par contre, je pourrais choisir des couleurs. Si je clique là, je vais pouvoir soit choisir là-dedans des paramètres, ainsi que le nombre de couleurs, et je pourrais ici indiquer des couleurs. Alors, je vais déjà préparer des couleurs, par exemple, si je souhaite m'inspirer de cette illustration, je vais tout fermer pour vous montrer que je peux sélectionner cette illustration, cliquer ici et demander à récupérer à partir de cette illustration les couleurs qui sont là. Alors j'en ai beaucoup, c'est peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Je vais cliquer ici, demander ensuite à ajouter des couleurs. Je vais cliquer là et je vais indiquer que je souhaite par exemple utiliser cette couleur-là. Ensuite, je clique sur le plus et je vais ajouter comme ça mes couleurs. Alors, je ne vais pas trop en ajouter, je vais laisser ça. Je vais choisir une densité faible et on tentera avec une densité élevée pour voir la différence. Je clique sur générer. Voici 3 générations obtenues, donc avec une densité faible. Et j'ai recommencé en demandant une densité plus élevée. Donc ça, en bas, c'est la densité plus élevée. C'est plus serré, les motifs sont plus nombreux, voilà, comparé aux premières versions. Donc voilà, c'est ça qui est nouveau ici, c'est la possibilité de pouvoir générer des motifs avec une densité plus élevée. À chaque fois que vous allez cliquer sur une des variations, cela va s'ajouter à votre nuancier, ce qui vous permettra de pouvoir les utiliser par la suite.
Autre amélioration, celle de maquette. Vous vous rappelez, c'est ce qui nous permet d'appliquer des illustrations sur un mock-up. Je vais sélectionner par exemple cette illustration. Je vais me rendre dans le menu objet pour aller chercher ici maquette. Ensuite, prévisualiser la maquette. J'ai ensuite là-dedans des mock-ups avec une application de mon illustration. Je peux utiliser celle proposée ici. Vous avez des sections, habillement, graphique de branding, appareil numérique, packaging. Je vais en choisir une, par exemple ça. Je vais demander à le placer sur la zone de travail. Voilà. Et là, maintenant, ce qui est amélioré ici, c'est la détection de la forme sur laquelle c'est appliqué. Et c'est beaucoup plus fluide. Alors évidemment, là, il y a un reflet, ça ne va pas l'appliquer dessus. Ce sera peut-être à retoucher ensuite dans Photoshop. Mais regardez, je peux me déplacer partout. Et ça épouse parfaitement le modèle. Si vous cliquez là, vous pourrez l'ajouter dans la section Vos maquettes. Et vous pourrez aussi aller importer une image. Alors n'oubliez pas que ça fonctionne sur une image à base de pixels et l'illustration, elle, par contre, doit être vectorielle. Vous importez une image, ensuite vous sélectionnez à la fois cette image-là et l'illustration et vous pourrez créer directement votre maquette depuis la barre des tâches contextuelles. Et ça marche plutôt bien. Vous pouvez faire des changements d'échelle, appuyer sur majuscule pour que ce soit homothétique et vous pourrez ensuite cliquer sur le petit plus à nouveau pour l'ajouter en tant que modèle si vous ne souhaitez pas tout refaire à chaque fois. On va parler maintenant de la vectorisation car il y a eu pas mal de petites nouveautés dans ce domaine. Je vais importer un fichier pixelisé, par exemple ce petit cochon. Je vais tenter de le vectoriser. Donc pour cela, je peux directement depuis la barre des tâches contextuelles, après l'avoir sélectionné, demander à vectoriser l'image. Bien sûr, vous trouvez l'option aussi dans la barre de contrôle, depuis le panneau propriété aussi. Lorsque vous allez l'activer par défaut, vous êtes en noir et blanc. Donc il faut ouvrir le panneau de vectorisation de l'image, que vous allez trouver ici dans le panneau propriété, mais bien sûr dans le menu fenêtre aussi, tout à la fin, voilà, dans lequel vous allez trouver toutes les options nécessaires pour faire une vectorisation. Vous allez retrouver ici des infos très importantes concernant le nombre de tracés, le nombre de points d'ancrage ainsi que le nombre de couleurs. Et les nouveautés, pour les voir apparaître, il faut se mettre en mode couleur intense. Vous avez d'autres modes aussi pour lesquels ça va fonctionner. Photo haute fidélité, photo basse fidélité. Sinon, choisir dans palette, automatique ou couleur précise. Ces modes sont importants si vous souhaitez récupérer le dégradé, si tant est qu'il y en ait dans votre image. Et je vais déplier ici le mode avancé en cliquant sur la flèche. On va retrouver dans cette section-là ce qu'on connaissait déjà. Et ce qui est hyper intéressant maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer des dégradés et non plus une succession de formes avec des couleurs différentes, ce qui nous fait gagner des points d'ancrage et des tracés, et ce qui nous permettra par la suite de retoucher le dégradé si l'on souhaite. Donc là, je vais cliquer sur dégradé en espérant que cela fonctionne. Donc à chaque fois que vous faites des modifications, si vous avez coché aperçu, vous voyez en temps réel le résultat. Donc vous voyez là, sur la tête de mon cochon, j'ai maintenant un dégradé qui est apparu, que je vais pouvoir modifier. Je vais aller dans le menu affichage pour afficher le damier de transparence, pour vous montrer que voilà, j'ai un fond blanc et à la base c'est un fichier PNG avec un fond transparent. Donc j'aimerais que ce fond transparent revienne. Alors avant on pouvait supprimer le blanc, bien maintenant vous pouvez carrément cliquer sur transparence pour avoir un fond transparent s'il y en avait un dans votre fichier d'origine. Et vous avez aussi ce paramètre forme qui vous permettra de créer des formes géométriques dans la sortie vectorisée s'il en reconnaît, par exemple des cercles, des rectangles, etc. Avec les rectangles ça marche bien, avec les cercles un petit peu moins bien. Ici il n'y a ni l'un ni l'autre donc ça va pas fonctionner mais c'est pas très grave. Je vais réduire un petit peu ici le paramètre tracé car je vois ici pas mal de petits problèmes le long. Voilà, c'est un petit peu amélioré. Quand vous êtes à peu près satisfait, vous avez un autre paramètre hyper intéressant, c'est le regroupement automatique qui permettra de créer des groupes après la vectorisation, ce qui vous permettra une gestion améliorée de la forme si vous avez besoin de faire des retouches. Donc je vais le faire ici, on verra ce que ça donne, et je vais cliquer ensuite sur décomposer pour vous montrer que j'ai la possibilité désormais de retoucher mon dégradé. Donc voilà le résultat. Il y a encore des petites choses qui vont pas, mais comparé à ce qu'on avait avant, c'est beaucoup plus simplifié désormais, et on va voir dans le panneau calque d'abord ce que ça a donné. Donc mon petit cochon il est là, donc c'est un groupe dans lequel je retrouve un autre groupe. J'ai le visage ici et j'ai
ce groupe-là. Donc dans certains cas, quand les formes sont bien détachées, vous aurez des groupes pour chaque forme et c'est plutôt sympa. Maintenant, si je souhaite modifier mon dégradé, eh bien, il me suffit d'isoler l'élément dans lequel se trouve le dégradé. Donc c'est celui-ci, hein, je le sais car là maintenant j'ai un dégradé qui s'affiche et je vais pouvoir, avec l'outil dégradé, peut-être le refaire et changer les couleurs. Donc c'est parfaitement dynamique et totalement modifiable. Donc c'est très intéressant désormais de pouvoir faire des vectorisations simplifiées avec ces paramètres. Et d'après ce que dit Adobe, c'est la première fois qu'on a la possibilité de récupérer des dégradés dynamiques lors d'une vectorisation. Puisqu'on parle des dégradés, justement, on va voir une nouveauté très intéressante. Pour cela, je vais retourner dans le panneau nuancier pour vous montrer que dans le menu de ce panneau nuancier, nous avons ici une nouvelle option qui nous permet de créer un dégradé. Alors là, c'est totalement grisé, car pour cela, il vous faut choisir soit un groupe, soit alors une sélection de couleurs. Donc là, ce groupe est un petit peu trop rempli de couleurs, mais regardez maintenant, je peux créer un dégradé à partir de toutes ces couleurs. Alors évidemment, ça serait plus judicieux d'en avoir un petit peu moins. Par exemple, je vais sélectionner cette couleur-là, je vais maintenir majuscule et je vais cliquer sur celle-ci. Je peux retourner dans le menu et j'ai maintenant accès à créer un dégradé et voilà, automatiquement, j'ai un dégradé qui se crée avec les couleurs sélectionnées. Pour ajouter mon dégradé dans mon nuancier, il me suffit de le faire glisser et de l'ajouter, il arrive ici, ou bien de cliquer ici, lui donner un nom, etc. Voilà pour cette petite nouveauté concernant les dégradés, c'est plutôt intéressant, ça nous permet de gagner pas mal de temps. Alors, je vais vous reparler de Project Neo, version bêta, je vous en avais déjà plus ou moins parlé. Alors, ça continue à évoluer, il faudrait que je fasse d'autres tutos là-dessus, car c'est très intéressant de garder un œil sur cet outil, qui est un éditeur 3D en ligne, hyper simple d'utilisation. Et ce qui est intéressant, c'est la possibilité de récupérer dans Illustrator des illustrations qu'on aurait faites dans Project Neo. Je vais cliquer ici sur Create, je vais vous faire un truc hyper simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, on commence toujours avec un petit cube, c'est un petit peu comme dans Blender. Donc ici, vous avez la possibilité de manipuler à la volée les objets, donc il faut bien les sélectionner au préalable. Et si vous faites un clic droit de la souris, vous allez tourner la vue, etc. Regardez la vidéo que j'avais faite sur le sujet s'il faut. Mais là, vous avez plein de nouveaux outils qui sont apparus. Et ce qui est intéressant vis-à-vis d'Illustrator, c'est que vous allez pouvoir récupérer des vecteurs issus de la 3D que vous venez de faire avec Project Neo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, ça, si ça m'intéresse, je vais cliquer ici sur Download. Mais attention, là, vous pourrez télécharger du PNG, du JPEG, du SVG et même de la vidéo. Demandez à avoir un fond transparent. Et si vous cliquez sur SVG, on va vous dire, attention, il faut être soit dans Vector Art ou dans Pixel Art. Donc ça se trouve à ce niveau-là, c'est dans Style. Je vais choisir Vector Art. J'ai une barre des tâches contextuelle là aussi. Je vais pouvoir éditer le style si je souhaite par exemple avoir un contour un petit peu plus fin ou au contraire ne pas avoir de contour. Alors toutes les couleurs peuvent être changées, l'éclairage aussi peut être modifié, on peut aussi changer la perspective de la caméra. Ici je suis en isométrique. Mais bon, je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée à Project Neo, j'en referai une certainement plus tard car il y a eu pas mal de nouveautés. Mais là, si je veux récupérer ça dans Illustrator, et bien maintenant que je suis dans le bon style, je peux cliquer à nouveau sur Download, choisir SVG, cliquer sur Download. Et dans Illustrator, je vais aller importer mon SVG. Bien sûr, je vais repasser avec un affichage sans le damier de transparence, donc fichier importé. Et je peux maintenant poser mon illustration. Et voilà, c'est très propre. Si vous regardez les tracés, ce sera beaucoup plus intéressant d'utiliser Project Neo pour faire des petites choses en 3D que de le faire directement dans Illustrator. Donc voilà concernant l'essentiel de cette mise à jour d'Illustrator qui est maintenant Illustrator 2025. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, que ça vous dit, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.